La biodiversité est utile, indispensable au maintien de l'humanité à travers les nombreux services écosystémiques rendus. Comme le recyclage de la matière organique et la fertilisation des sols, la pollinisation et la dispersion des graines, l'épuration et la filtration de l'eau, la régulation des climats, la limitation des catastrophes naturelles comme les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain, mais également la régulation des populations végétales et animales et maladies associées, donc la protection de la santé humaine, entre autres. comme nous tentons de l'expliquer dans une de nos vidéos. Si de nombreux micro-organismes sont pathogènes, générant des maladies, et donc dangereux pour la santé humaine, Comme la peste le choléra, ou les infections sexuellement transmissibles. D'autres microbes, constituant notre microbiome, lui sont très bénéfiques. Cependant, depuis quelques décennies, comme le souligne la journaliste d'investigation Marie-Monique Robin dans son livre La fabrique des pandémies, ce sont désormais les activités humaines qui constituent un des principaux facteurs de risque sanitaire. En effet, en détruisant la biodiversité à toutes les échelles, écosystémique, spécifique et génétique, nous sommes à l'origine d'une augmentation de maladies humaines et pandémies. Pour mieux saisir l'importance de la perte de biodiversité sur la santé humaine, nous allons prendre deux exemples d'écosystèmes maltraités par l'humanité. une forêt tropicale et notre propre microbiome. Mais avant de voir l'impact de la baisse de biodiversité sur notre santé, nous devons rappeler quelques notions fondamentales sur la transmission des agents infectieux. Le microbiome humain, l'effet de dilution des risques de transmission des maladies infectieuses par la biodiversité et enfin les exigences écologiques des espèces. Les agents pathogènes appartiennent au groupe des virus Des bactéries, ou eucaryotes. champignons, protistes, et provoquer une maladie chez un autre organisme dit receveur ou hôte. Lors de la contamination, l'agent pathogène se développe aux dépens de l'organisme hôte qui devient alors son milieu biologique, où l'eau, les nutriments et l'abri disponible sont favorables à son développement. La propagation de la maladie se fait par changement d'hôte. Selon le type d'agent pathogène, on distingue la transmission directe et la transmission vectorielle. La transmission directe se fait sans intermédiaire, directement d'un organisme à l'autre. Cette transmission se fait entre individus en contact direct, via les rapports sexuels et le sang pour le virus d'immunodéficience humaine, Ou bien par le milieu, air pour la grippe, eau pour le choléra. sol pour le tétanos. La transmission vectorielle se fait par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes d'une autre espèce, Nommé vecteur. qui assure la multiplication et ou la maturation de l'agent pathogène. Par exemple, Plasmodium falciparum, à l'origine du paludisme, se propage par des moustiques femelles. Les tiques sont vectrices de la maladie de Lyme. La réduve transmet le Trypanosoma cruzi, un parasite eucaryote responsable de la maladie de Chagas. Le cycle de vie des agents pathogènes peut ainsi inclure un ou plusieurs hôtes considérés alors comme des réservoirs des agents infectieux. Lorsque la transmission d'un agent pathogène se fait d'un animal à l'homme, on parle alors de zoonose. Maintenant, revenons sur le microbiome humain. L'homme compte autant de cellules que de micro-organismes sur et dans son corps. Ces micro-organismes sont situés sur la peau, sur les muqueuses respiratoires, Digestives et sexuelles constituent le microbiome humain. Chaque partie du corps possède ses propres associations microbiennes ou microbiotes, conférant un microbiome unique à chaque individu. le microbiome, acquis à la naissance et provenant de la mère à travers notre passage par l'utérus, change au cours de la vie selon l'alimentation, Le lieu et le mode de vie. Le microbiote intestinal est essentiel dans la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Il joue également un rôle capital dans la défense de l'organisme, non seulement en stimulant la formation du système immunitaire ou en contrôlant les réactions inflammatoires, mais aussi en empêchant les micro-organismes pathogènes de s'installer. Cette compétition entre microbiome et agents pathogènes contribue à notre bonne santé. Un corps humain en bonne santé est donc en symbiose avec son microbiome. Penchons-nous maintenant sur l'effet de dilution de la transmission des maladies offertes par la biodiversité. Parmi les espèces d'un écosystème, on distingue des espèces non concernées par la transmission d'un agent pathogène donné et des espèces susceptibles d'être infectées. Dans ce dernier groupe d'espèces, seule une partie est capable de transmettre la maladie.
Ces espèces sont appelées espèces compétentes. D'autres espèces peuvent être infectées mais ne transmettent pas la maladie. Ces espèces, dites non compétentes, rompent ainsi la chaîne de transmission de la maladie infectieuse. L'agent infectieux ayant abouti dans un cul-de-sac dans le processus de propagation de la maladie. Aussi, plus un écosystème est riche en biodiversité spécifique, c'est-à-dire en nombre d'espèces, plus il possédera d'espèces potentiellement cul-de-sac pour la transmission de l'agent infectieux. Ici en rouge. Et donc plus l'écosystème diluera le risque de transmission des maladies et les risques, en bout de chaîne, pour l'homme d'être directement infecté ou par l'intermédiaire des animaux de compagnie et d'élevage qui lui sont proches. A contrario, moins il y a de biodiversité, moins il y aura mécaniquement d'espèces non compétentes. Et plus les moustiques, dans notre exemple, se reporteront, se concentreront sur les espèces restantes, compétentes, ce qui augmentera d'autant les risques de transmission d'une maladie finalement vers l'homme. Cet effet de dilution des maladies infectieuses grâce à une plus grande biodiversité est la clé de la compréhension du développement actuel des maladies infectieuses et pandémies dans l'humanité. Les exigences écologiques des espèces. Les espèces généralistes montrent des exigences écologiques moins contraignantes que les espèces spécialistes. En effet, les espèces généralistes se rencontrent dans des habitats divers et se nourrissent d'aliments variés, alors que les espèces spécialistes ne vivent que dans des habitats particuliers et ont une source de nourriture très spécialisée. Dès qu'un écosystème est dégradé, ces espèces spécialistes sont très vite menacées, fragilisées et les premières à mourir, puisque si leur source de nourriture disparaît, elles ne pourront pas se retourner vers d'autres habitats, d'autres ressources. Au contraire, les espèces généralistes vivant dans des milieux différents avec des sources de nourriture diversifiées peuvent toujours suppléer la disparition d'une source alimentaire par une autre. Ainsi, si un écosystème est dégradé par des pollutions, la réduction, la fragmentation, voire la disparition de son territoire suite à l'artificialisation des terres, Développement de l'urbanisation et de l'agriculture, ces espèces généralistes peuvent se rabattre sur d'autres habitats et se nourrir d'autres aliments. ce que ne peuvent faire les espèces spécialistes. Autrement dit, lorsque la biodiversité écosystémique diminue, la richesse en biodiversité spécifique chute également, les espèces spécialistes étant les plus touchées par cette diminution. Voyons désormais l'effet de la disparition de la biodiversité à toutes ses échelles, Écosystémiques, spécifiques et génétiques, sur la santé humaine dans nos deux exemples. la forêt tropicale et notre microbiome. Commençons par la destruction d'une forêt tropicale et quelques-unes des conséquences sur la santé humaine. La perte de biodiversité écosystémique s'accompagne de plusieurs phénomènes. Une perte de biodiversité globale, dont des espèces cul-de-sac ou non compétentes, qui diminue l'effet de dilution proposé par une forte biodiversité spécifique. En même temps qu'une augmentation des espèces généralistes et une sélection naturelle positive en faveur des agents pathogènes dont l'autre est une espèce généraliste. Au final, non seulement la baisse de biodiversité écosystémique concentre des agents pathogènes dans des espèces généralistes, mais entraîne également un déplacement de ces espèces vectrices de maladies infectieuses sur nos territoires à la recherche de nourriture qu'elles ne trouvent plus en quantité suffisante dans les milieux naturels. Ainsi, dans les milieux anthropisés, colonisés par ces organismes généralistes contaminés, la transmission des maladies infectieuses est accrue. Cette transmission s'opère par contact direct avec l'homme, ou via les excréments, urine des animaux contaminés, ou indirect, via des animaux de compagnie et d'élevage avec lesquels nous avons une longue histoire commune depuis la domestication et connu de nombreux échanges d'agents pathogènes. Enfin, la baisse de biodiversité génétique au sein de ces animaux domestiqués suite à l'homogénéisation génétique des races accroît encore la capacité de dispersion et de transmission des maladies vers l'homme, et donc l'apparition et la répétition des pandémies. Qu'en est-il de notre écosystème microbiome sur la santé humaine ? L'uniformisation de notre alimentation industrialisée et stérilisée, cumulée à la frénésie hygiéniste enregistrée ces dernières années dans nos sociétés, ont fait chuter les possibilités de confrontation de la biodiversité microbienne avec notre système immunitaire. et donc ont diminué les occasions d'entraîner notre système immunitaire à combattre le non-soi. Notre système immunitaire, moins sollicité, devient hyperactif, surréagit à la moindre contamination, d'où une recrudescence des allergies de toutes sortes, mais également des réactions inflammatoires Comme la maladie de Crohn, et maladies auto-immunes. comme le diabète insulinodépendant. Ainsi, là encore, plus la biodiversité est riche et maintenue, moins nous développons de maladies. Autrement dit, ici aussi, la diminution de la biodiversité spécifique de notre propre écosystème microbien est responsable d'une dégradation de notre santé. Finalement, pour préserver la santé humaine,
Nous devrions donc chercher à conserver ou même accroître autant que possible la biodiversité écosystémique, spécifique et génétique qui nous entoure. Tout comme celle de notre microbiote intestinal notamment. Protéger la santé humaine passe donc par le maintien en bonne santé de nos élevages, avec un accroissement de la biodiversité génétique, Et le maintien en bonne santé de notre environnement, avec une augmentation de la biodiversité spécifique et écosystémique. Faut-il encore rappeler que protéger la santé humaine n'est qu'un des nombreux services écologiques rendus par la biodiversité qui justifie cette conservation globale. N'hésitez pas à nous soutenir sur Hello Asso ou sur nos réseaux YouTube, Facebook, Instagram et Twitter, et notre site.